Ici Tanguy de Bangui, cofondateur du réseau Black Network, et vous êtes sur Kalimandjaro, le podcast des ambitieux. Aujourd'hui, nous rencontrons Hugues Tiangani. Il est contract manager chez Nexity, et cet épisode, qui est un peu plus sous la forme d'une formation, on va dire, d'information, est intéressant pour deux types de profils. Les étudiants et les salariés, parce que c'est un métier d'avenir, le contract manager, et de plus en plus de boîtes vont faire appel à ce type de profil, première chose. Ensuite, les entrepreneurs, parce que on va parler aujourd'hui de négociations contractuelles, des clauses auxquelles il faut faire attention dans vos contrats, et dans le business, on vous apprend rien, vous signez énormément de contrats. Et avec Hugues, donc, on fait le point sur les différents points de vigilance, les différentes clauses. Vous voyez les clauses de responsabilité, clauses de confidentialité, clauses d'exclusivité, les conditions générales de vente, les conditions générales d'achat également. Donc vraiment, c'est très riche, très fouillé. Et on a un expert, donc prenez des notes s'il le faut et écoutez bien tout ce dont on va parler aujourd'hui. Bonjour Hugues. Et bonjour Tanguy. Ça va ? Oui, merci et toi ? Très bien. Je suis ravi de te recevoir sur notre podcast Kalimandjaro, qui est donc, on va dire, le podcast des ambitieux et qui donne les clés concrètes pour atteindre ses ambitions. Je trouvais que c'était intéressant que toi tu interviennes parce que tu as une compétence que tous n'ont pas, que rares ont plutôt, et qui est pourtant fondamentale, je pense, en matière de business et d'entrepreneuriat, et même t'es sur un secteur qui est assez porteur pour les carrières, donc je trouve que c'est bien qu'on puisse échanger. Alors est-ce que tu veux bien te présenter, dire le haut de ton CV, on va dire? Ok. Ouais, déjà merci de m'accueillir dans ce podcast. Après, pour me présenter, comme il a été dit, donc je m'appelle Hugues. Je vais pas dire mon âge, hein. J'ai un âge assez avancé, mais je reste toujours jeune, hein. D'accord. Voilà. Et en fait, j'ai un master en droit des nouvelles technologies. J'ai fait j'ai été 7 ans juriste en propriété intellectuelle chez Renault. Puis j'ai fait 2 ans en tant que contract manager chez Renault à la direction informatique. Et là, depuis un an et demi, je suis responsable, contract manager IT toujours à la direction informatique de Nexity et non Natixis. Oui, à chaque fois je dis Natixis. Ouais, Nexity, donc première boîte dans l'immobilier. Je pense que tout le monde voit, c'est un fond blanc du blanc sur fond rouge, le logo. Donc exactement. Nexity. Voilà. D'accord. Et alors, c'est quoi un contract manager? Ouais, c'est vrai que contract manager, en fait, c'est un ancien métier dans les pays anglo-saxons, c'est assez connu. On va dire en France, ça a un peu moins d'une dizaine d'années, c'est un tout nouveau métier. D'accord. Après, si vous tapez sur LinkedIn, les réseaux sociaux, il y a de plus en plus de demandes. Mais en fait, c'est une personne qui est en charge de toute la relation contractuelle des clients-fournisseurs, mais de tout le cycle de vie du contrat. Donc, je m'explique de l'avant-vente, l'avant-vente, la formalisation du contrat, donc toute la vie du contrat. Hein. D'accord. Et ensuite, la fin du contrat, après tout ce qu'on appelle le REX, donc le retour d'expérience, donc tout le suivi du contrat. On pourra en plus rentrer dans les détails pour bien expliquer chaque étape des contrats. Hein. D'accord. Voilà. Mais alors, on va prendre un cas concret. Moi, tu sais que j'ai un esprit très simple. Ouais. Donc, pour bien comprendre, toi, tu travailles beaucoup sur des logiciels, imaginons. Ouais. Et concrètement, sans donner de nom ou dévoiler d'informations secrètes, j'ai envie de dire. Ouais. Quel est ton taf concrètement sur un logiciel? Est-ce que je peux donner après ça, je pense, imaginons Tanguy, t'as une entreprise, on a tous besoin d'un logiciel un logiciel Word, hein. OK. Voilà, t'as besoin de Word, Microsoft. OK. Et après qu'est-ce qui va se passer? Donc t'auras un besoin. On va être le client. T'auras un besoin, voilà, moi j'ai une petite boîte une petite boîte. On va dire vous êtes 1000 personnes, 1000. Là, c'est ce que je te souhaite, une grosse boîte. Allez, une petite boîte, ce que je te souhaite en tout cas. On y travaille. Voilà, ce que je te souhaite, hein. 1000 personnes, on a besoin de licences Word, voilà, le pack Office Word pour travailler efficacement. Voilà, tout le monde connaît. Voilà. Donc moi, ce que je vais faire, c'est qu'on va challenger le besoin. Est-ce qu'on aura besoin de 1000? Est-ce que quel employé? Est-ce que si c'est une boîte, est-ce qu'il y a des filiales? Est-ce que, voilà, en gros, cadrer le périmètre, accompagner le chef de projet. Okay. La responsabilité revient au chef de projet, mais moi je vais accompagner le chef de projet par rapport aux besoins. D'accord. Donc, on peut déterminer exactement qui va avoir besoin de cet outil, voilà, pour être sûr que on ne jette pas l'argent par les fenêtres. Voilà, parce que tu peux acheter des licences, t'as tout le package.
licence, si tu as une standardiste, elle a besoin peut-être que d'une boîte email, si je prends des packages Microsoft, une boîte email juste pour envoyer des mails. Et toi, peut-être tu as besoin d'autres choses, boîte email, Skype et tout. Donc tout ça, on juge le besoin, on challenge le besoin avec le contract manager, chef de projet. Et ensuite, il faut établir le cahier des charges, donc toujours la responsabilité du chef de projet. Après, par rapport à l'expérience, je peux accompagner et donner des conseils par rapport au cahier des charges qu'on émet à l'entreprise de la cité, dans la cité, et qui répond. Donc après, je vais m'occuper de toute cette relation client-fournisseur. Voilà. Il peut arriver dans certaines boîtes, c'est les achats qui vont les faire directement. Dans d'autres boîtes où c'est contract manager achat, ou des fois ça va être certaines boîtes, ça va être le contract manager en frontal directement qui va négocier. Après, c'est des réunions, des négociations avec le fournisseur. Fournisseur, on se passe en tant que client, pour bien comprendre. Tu me corriges si je me trompe à chaque fois. Bien sûr, j'ai essayé de suivre. Et on négocie, et les prix, etc., le besoin, et on négocie jusqu'à avoir un prix acceptable pour tout le monde, les nombres des licences. Voilà, on peut demander plein de choses. Enfin, en fait, dans la négociation, faut pas penser que je suis client, le fournisseur, et les fournisseurs sont fermés. On peut pas du tout. On peut demander beaucoup de choses. On ne va pas tous les accepter, mais faut pas avoir peur de demander. Et dans quel cas on demande trop? Parce que moi, j'ai toujours peur de demander trop et de ruiner une relation contractuelle parce que j'ai trop demandé. En fait, moi, je me dis au début, on peut demander beaucoup. Et après, quand c'est ça, et c'est comme quand on veut négocier un salaire dans une boîte. Si je vais donner un exemple. Je vais atteindre 3 000 euros par mois. Je demande 3 500. Après, pour toi, ça c'est la règle, faut toujours faire ça. Après, ça c'est des prix comme ça, des exemples, c'est pas. Il faut toujours demander plus que ce que tu veux avoir. Ils vont te donner en 2008, et tu vas monter à 3000. Mais c'est pas que je vais 3000, je vais aller à 3000, parce que tu sais qu'à côté c'est normal, ils ont l'intérêt, ils ont aussi des contraintes financières, et budgétaires, etc. Ils vont baisser au plus bas. Il faut pas croire parce que la personne, quand elle négocie, veut absolument baisser le prix. C'est que le mauvais soit ou pas, c'est le jeu, c'est la négociation. Et comprendre la négociation, comme j'ai pu expliquer, comme on explique en off, c'est win-win. Le but d'un contrat, c'est win-win, gagnant-gagnant. Avec l'expérience, j'ai compris que le contrat, c'est juste un moyen de marquer sur un papier quelles sont les obligations et les droits de chacun. Et ça te permet de savoir à quoi tu t'engages, à quoi lui il s'engage. Et finalement, comme tu as dit, dans une relation commerciale, au-delà du contrat, il faut que chacun gagne quelque chose, sinon il n'y a pas de contrat, ou en tout cas c'est déséquilibré. Tout le monde est gagnant. Enfin, il y en a certains, ils vont pas gagner au départ pour gagner après, pour rentrer dans un marché. Des fois, c'est ça. Tu vas accepter, et tu dis, les mastodontes, des gros éditeurs, tu acceptes leurs conditions des fournisseurs. Ce qu'on appelle les contrats d'adhésion. Tu acceptes en l'état. Après, pour pas perdre de fil, je finis l'exemple, après je reviens dessus. Et après, la négociation, on négocie, on est OK avec le fournisseur. On reçoit les licences. Mais des fois, il peut y avoir des problèmes. Et des fois, on peut avoir des licences en plus. Moi, en tant que contract manager, je vais être le responsable, entre guillemets, le product owner, le responsable du produit. Je vais les gérer, les licences. On va aller demander les licences aux fournisseurs. Et si on a des problèmes, on n'a pas reçu les licences à temps, on va voir le fournisseur. Donc, toute cette relation, nous, on pense qu'on signe un contrat et après, il n'y a plus de vie. Il y a des choses, c'est pas des choses, il peut y avoir des problèmes de facture. Il se peut que le fournisseur t'envoie une facture, elle est erronée, donc il faut bien... avec le service comptable. Moi, j'ai le suivi des licences, je sais ce qu'il y a. Tout ça. Et tu suis le contrat. De A à Z. Il peut avoir on peut mettre en place des comités de contrat. Ou comité stratégique. Tous les 6 mois, on se voit, on dit, qu'est-ce qui a pas marché. Tout ça, c'est ça. Et là, ça va, on est dans la bonne voie. Là, ce qu'on appelle l'amélioration continue. Donc, toujours l'amélioration continue. On peut dire au fournisseur, il peut nous dire, ce qu'on appelle souvent dans ce que logiciels, les éditeurs, ils ont une roadmap. Ils vont dire, tel logiciel, roadmap, comment on dit ça en français? Je sais même pas comment dire ça. Littéralement, je dirais, c'est je sais même pas dire en français. Map, c'est la carte, et road, c'est la carte au trésor. On parle toujours en anglais. Non, mais en gros, c'est ce qu'ils ont projeté de faire sur 1 ou 2 ans. C'est ça, la roadmap. Un bilan prévisionnel. Voilà, et en gros, c'est ça. Ce qu'ils ont prévu. Ils veulent dire, le roadmap, c'est ça. Là, on a tel outil, on vous propose tel logiciel. Mais là, dans 1 an, on va changer. Il y aura un tel logiciel qui est plus performant, ça va changer. Ok, ça va changer, ce sera différent. Donc, ça te prépare et dit, peut-être vous devrez passer à cette version au-dessus. Tout ça. Tout ça se revient. Et maintenant, il y a un logiciel, je parle beaucoup de logiciels, comme je dis, je suis en direction informatique, donc, c'est pour ça que je parle beaucoup de mes logiciels. Je prends cet exemple-là, mais, Un logiciel,
T'as un ordinateur, t'as un logiciel dans ton ordinateur, maintenant le fournisseur il dit il va monter de version, mais cette montée de version est tellement forte que ton ordinateur que t'as n'arrive pas à suivre. Donc faut bien. C'est pas un mode de version, tu l'installes et. Mais toi, ton taf, du coup, c'est de dire aux dirigeants d'entreprise, attention, là, demain, il va y avoir la V2 du logiciel et nos ordinateurs ne sont pas prêts. Donc, il va falloir planifier, budgéter l'achat de nouveaux ordinateurs pour pouvoir assumer la nouvelle version. Et il est indispensable qu'on ait la nouvelle version aussi. Voilà, tout ça. Mais tout ça, faut pas croire que je suis tout seul. C'est vraiment une équipe, hein. Parce que, en fait, le contract manager, il s'applique il se repose sur des experts, sur des gens. Moi, en gros, c'est comme si je prends les éléments un peu partout, je fais un condensé, voilà. Parce que quand je parle des informaticiens, je comprends pas tout ce qu'ils me disent. Alors, tout ce qu'on me dit, je comprends pas tout, hein. D'accord. Mais après, à force, dès que ça rentre, à force, après, je comprends, après, tout ça, et je vais vers le fournisseur, on négocie. En gros, je suis le porteur, quoi, le porteur du contrat. D'accord. Tout ça. Et j'ai oublié que la direction juridique qui intervient aussi. Ok. Voilà. Sur le fond du contrat. Voilà, vraiment, en plus en profondeur, moi, ça sera plus en hauteur, négociation commerciale, négociation, enfin, on va dire contractuelle, mais plus en hauteur sur les grandes lignes, on reviendra dessus plus tard. Et après, fin du contrat. Et après, c'est comment on me fait un contrat. Est-ce que le contrat est fini, je repars avec le même fournisseur ou je fais ce qu'on appelle un appel d'offres. Dans ce cas-là, je dis, moi, j'appelle à l'offre, j'appelle des soumissionnaires pour soumettre leur offre, appel d'offres. Que peut permettre un appel d'offres? Trouver un fournisseur qui est peut-être moins cher et peut-être de meilleure qualité. Voilà, comme tu viens de dire, meilleure qualité, qui propose plus de services qu'on savait pas. Il peut être une start-up, une entreprise qui monte. Voilà, on dit, il va aller vers là. Tout ça, en gros, travailler sur tout le cycle du contrat. On dit, on repart avec le même fournisseur. Dans quelles conditions? Est-ce que c'est les mêmes conditions? On part sur le même contrat, ça se passe bien. Après, je pourrais rentrer plus en détail, mais après, ce sera trop complexe. Plein de choses qu'on peut voir. C'est pas le but. Donc là, je pense que j'ai bien brossé. Et par rapport à ce qui a été dit par rapport à un contrat, donc dans la vie de tous les jours, en fait, on s'en rend pas compte, mais on est toujours en train de faire des contrats, en fait. C'est ça. Comme je te l'avais dit, je vais chez le boulanger. Le contrat avec moi et le boulanger, on se met d'accord sur le prix. Ouais. Enfin, même s'ils imposent le prix, je prends ma baguette à 1 euro. Et sur la chose, le bien, c'est la baguette. Ouais. Et là, on s'est mis d'accord, ok, j'achète. Et qu'est-ce qui formalise le contrat? Même si un contrat n'est pas besoin, je le précise. Il n'est pas systématiquement formalisé. Écrit, voilà. Et un contrat peut être verbal. Mais après, c'est plus difficile à prouver qu'il y a eu un contrat. Donc, qu'est-ce qui va formaliser le contrat? C'est le ticket de caisse. C'est ça. Et après aussi, après le justificatif que j'ai bien payé, ce sera le ticket qu'il donne quand on paye avec la carte bleue, par exemple. Voilà. Donc, tous les contrats. Et qu'est-ce qui peut se passer? Nous, généralement, quand on a des contrats, on les regarde pas. C'est les contrats d'abonnement de téléphone, on les lit pas. C'est ça. Enfin, par rapport à notre formation juriste, on lit, mais pas tout le temps. Moi, en tout cas, je lis pas. Ouais, mais voilà. On essaie. Quand il y a des problèmes, je commence à regarder dans le contrat, je dis, il n'avait pas le droit de faire ça, il n'avait pas le droit de faire ça. Ouais. On lit. Là, je pars en vacances et le contrat avec le tour opérateur, tu lis. Comme ils connaissent mon métier, ça, je suis juriste. Je lis pour montrer que quand même, voilà, il est juriste, il lit. Mais il y a trop d'informations. Parce que c'est des contrats on appelle ça des contrats d'adhésion. Exactement. T'acceptes en l'état. Voilà, il est déjà rédigé au préalable. Toi, t'as juste à signer. Et tu peux pas, renégocier les termes du contrat, pas tous les termes du contrat. Tu peux pas. Mais pourquoi on appelle ça des contrats d'adhésion? Parce qu'en fait, je suis pas en position de force parce que je suis tout seul. Exactement. Mais si t'es une grosse boîte, tu peux une grosse boîte et tu sais que t'as, comme dit, l'effet volume. J'ai beaucoup par exemple, un contrat d'abonnement de téléphone. Toutes les grosses boîtes, c'est pas un contrat d'adhésion, ils négocient. Voilà, ils ont des prix parce qu'il y a l'effet volume. Exactement. Par rapport les abonnements, donc c'est différent. Ok. Et pour les petits étudiants qui nous écoutent, ça gagne combien un contract manager en moyenne? Je vais pas demander ton salaire à toi, mais en moyenne. Un junior. Après, je veux dire, comme je t'ai dit, c'est expliqué, c'est un nouveau métier. Ok. Moi, ma particularité, il y a beaucoup, ils ont ce profil-là. Moi, je suis formation juridique, on va dire, une grosse partie des contract managers sont formation juridique. Il y a des acheteurs, et on retrouve aussi des ingénieurs aussi qui se noient dans le contract management. Donc moi, ma formation juridique de 7 ans, plus maintenant, depuis 3 ans, je suis dans la négociation commerciale, 2 ans chez Renault et 1 an chez Nexity. Donc après, je peux prétendre, des plus hauts salaires, parce que j'ai quand même beaucoup d'expérience. Gestion contractuelle, etc. Mais après, si les personnes qui viennent commencer, il pourrait lui manquer ce côté, d'expérience, négociation juridique. Parce que c'est pas, en fait, c'est beaucoup,
c'est comme la gestion de projet, la gestion contractuelle, c'est la gestion de projet, pardon. C'est beaucoup de la communication. Ça, je le souligne, on passe plus de temps à communiquer. Ah, avec les différentes parties prenantes. T'es obligé, voilà. Les prestataires, les fournisseurs. Tes clients internes. Ok. Le sponsor, donc ton boss ton boss, le sponsor, les clients internes, le chef de projet, toutes les parties prenantes, le fournisseur. Donc tout ça là, c'est beaucoup de communication. Ok. Donc ça faut pas oublier, donc faut être un très bon communicant. Ok. Voilà. Et avoir le savoir-vivre, le communicant, parce que si on sait pas communiquer, ben ça plante. Non, c'est clair. En gros, là, tu réponds pas au salaire. Non mais pour te dire en gros, la fourchette c'est une personne qui peut rentrer peut-être bac plus 5 en 2005 au minimum. Okay. Après, ça peut monter 80 000 euros par an. Okay. Après, les gros contract managers pour retrouver, c'est ceux qui vont dans les gros chantiers. Voilà, ils vont pour des gros travaux 90 000, 100 000 euros par an. D'accord. Ouais. Donc c'est quand même bien rémunéré en fonction de ton secteur d'activité. Quoi. Et le profil, ça joue. D'accord. Et ça joue. Fait avant, quoi. Ouais, ça joue, c'est important. Ok. Et alors maintenant on va rentrer un peu dans le vif du sujet parce que moi ce qui m'intéresse, pour la petite histoire, un jour je devais négocier un contrat, je vais pas expliquer avec qui, mais en tout cas avec un gros intervenant, et je t'ai appelé et du coup on a discuté et tu m'as donné énormément d'astuces, de tips comme on dit pour pouvoir bien négocier le contrat, et ça s'est très bien passé. Donc je me suis dit c'est une connaissance qui doit être partagée, et du coup je voulais qu'on discute un peu avec toi des pièges que tu identifies dans la relation contractuelle. Qu'est-ce qu'il faut, sur quoi il faut être vigilant quand on signe un contrat? En fait, avant de commencer, c'est pas parce qu'il y a un contrat qu'il n'y aura pas de problème. Déjà, faut le préciser. Exactement. On reste des hommes, là où il y a des hommes, on sait qu'il y a des problèmes. Exactement. Mais faut toujours cadrer le maximum possible. On ne peut pas tout mettre dans un contrat, c'est impossible. Ok. Et c'est impossible de tout mettre, on peut pas tout prévoir. Ouais. Je pense qu'aujourd'hui, les gens n'avaient pas prévu qu'il y avait un Covid-19, on serait tous confinés. Personne l'a imaginé. C'est clair. Donc on peut pas, on peut pas avoir la force majeure, mais aussi je sais pas si c'était prévu, mais en tout cas, on peut pas tout prévoir. Mais en tout cas, il y a les grandes clauses. Déjà, c'est l'objet. Sur quoi, si c'est une prestation, sur quoi on va travailler. Ok. Si je suis client, j'ai un centre de service qui va développer peut-être un logiciel pour moi. L'objet. Ben là, déjà, il faut que l'objet, c'est quoi l'objet? Sois très clair sur ce dont on parle. Bah oui, là, déjà, de quoi on parle. Ok. Et après, c'est l'objet, moi je dirais, après, je ne vais pas détailler toutes les clauses, hein. Ouais. Le prix. Est-ce qu'on a bien négocié le prix? Est-ce qu'on est d'accord sur le prix? Même j'aurais bien, le type de contrat, mais on va être sur les grandes lignes, on va pas rentrer dans les détails. Non, voilà, sinon on va pas rentrer dans les détails. Le prix. Il y a des clauses aussi, responsabilité. Qui est responsable? Ouais. Tu voulais beaucoup insister sur la clause de responsabilité. Très important. Qu'est-ce que tu as vu comme situation problématique sur la clause de responsabilité concrètement? Déjà, la responsabilité, on peut pas exclure les dommages corporels de la responsabilité. Ok. Si je blesse quelqu'un, je vais dire non, je suis pas responsable. Ok. En fait, là, c'est la clause de responsabilité. Donc moi, Hugues, je fais un contrat avec Tanguy. Tanguy, je lui dis, construis-moi je sais pas comment dire, en gros, je suis dans l'automobile. Fais-moi un moteur. Ok. Donc moi, je suis le constructeur, je suis comme gros, voilà, le client. Je vais faire un moteur. Ok. Et donc, toi, je vais me dire, clause de responsabilité, je te donne le moteur en l'état. S'il y a un problème, imaginons le moteur, il pète, quelqu'un conduit, le moteur, il pète, la voiture prend feu. Je suis pas responsable. Ok. Moi, je dis, attends, tu me donnes le moteur, quand même, c'est ton périmètre, mais c'est ton périmètre. Donc, tout ça, c'est la négociation. Okay. Le fournisseur, il peut dire, le client, là, dans mon exemple, c'est moi, je peux dire, ok, j'accepte la responsabilité. Je vends un véhicule, un package, j'accepte la responsabilité. Ou il dit non. Imaginons, il y a un dommage. Certes, moi, entre la personne qui a acheté le véhicule, je vais engager ma responsabilité, mais ensuite, je vais me retourner contre toi, en tant que fournisseur. Donc, tout ça. Et ça, faut faire très attention à la clause de responsabilité, parce que si c'est mal regardé, si c'est mal négocié, on peut se retrouver dans des situations où le fournisseur dit, moi, j'ai déjà vu des clauses, hein. En gros, je vous donne, ils appellent ça en anglais as is, en l'état, tel quel. Ouais. En gros, je vous donne le produit en l'état. Ok. On peut l'accepter dans certains cas, si c'est un contrat gratuit, c'est pour un prêt. En gros, je te prête quelque chose, en gros, j'ai un micro, l'un des micros, je te le prête en l'état. C'est toi qui assume s'il explose. S'il y a un court-circuit, ça fait brûler ta maison, moi c'est en l'état, parce que c'est un prêt, tu ne me donnes pas d'argent, je te prête, je récupère un mois après. Ouais, mais on peut dire, mais non, en fait, c'est la négociation. Ouais. Ça dépend aussi si c'est lui qui l'a fabriqué, par exemple. Voilà, exactement. Si c'est lui qui a fabriqué le micro, il dit en l'état, et alors que moi, j'aurais rien à toucher dedans, c'est pas normal que ce soit à moi d'assumer les conséquences. Donc c'est vraiment au cas par cas, mais par principe,
ça, c'est pour moi la clause de responsabilité que j'ai vu depuis que je suis juriste et au contract manager, c'est vraiment le point le plus sensible où ça négocie dur. Donc il faut bien déterminer qui sera responsable. Voilà, la responsabilité. On peut mettre des caps, c'est possible, hein. Des caps de responsabilité, on accepte. Parce qu'une petite boîte, si je suis responsable et après je me retrouve à la paille, hein, si finalement on peut mettre des caps. J'ai mon assurance, je regarde avec mon assurance, je suis capé peut-être, je sais pas, 1 million. Je me mets en responsabilité, je descends à 500 000 euros. Après, tout ça, mais après, ça, c'est juste voilà, c'est au cas par cas. Et mais en tout cas, il faut être attentif à la clause de responsabilité et de voir, toi, en tant qu'entrepreneur, dans quelle mesure tu engages ta responsabilité et dans quelle mesure le fournisseur, ou en tout cas ton co-contractant, lui aussi, il engage sa responsabilité. Voilà. Ok. Très important. D'accord. Et après, ça ramène, tu vois, on en a parlé par rapport à la clause de confidentialité. Ouais. Ça aussi, c'est important. Ok. Parce que, tu sais, avec Tanguy, voilà, on se connaît depuis longtemps. Il me dit des choses. À la fac ensemble. Voilà, on s'est connus sur les bancs de l'école. Voilà. Il y a 20 ans presque maintenant. Voilà, il y a je sais même pas, il y a très longtemps. Il me dit, avec Tanguy, on se dit plein de choses. Il me dit des choses confidentielles sur ses projets. Mais là, il y a une relation de confiance où il sait que je vais pas répéter, il me connaît. Mais comme j'ai dit, on reste des hommes. C'est parce que je souhaite. Et s'il y a un problème entre nous deux, c'est parce quelque chose. Tu vois? Après, tes infos que tu m'as communiquées, elles sont confidentielles, je commence à répéter. Exactement. Donc, logiquement, moi, je dis, dans toutes nos relations commerciales, même si on est des bons amis, on s'entend, ok, mais on sait de mettre un accord de confidentialité. Ou en anglais, on appelle ça NDA, Non-Disclosure Agreement. Un accord de conf. Objet, durée, on échange telle info, voilà, tel thème pour telle durée, et la confidentialité reste à la fin de nos échanges pendant 2 ou 3 ans, voilà, tout ça, je pense. Et parce que on sait pas ce qui peut arriver. Bien sûr. Voilà, c'est le business, voilà, et quand il y a des sommes importantes aussi, il peut se passer beaucoup de choses. Bien sûr. Voilà, un accord. Donc la clause de confidentialité, ça veut dire, l'objet de la clause, c'est, on va, dans le cadre de notre négociation commerciale, je vais te révéler des informations sur ma boîte. Voilà. Par exemple, je t'informe que, on en parlait tout à l'heure en off, je t'informe que, ou même sur le podcast, il va y avoir une V2 en 2021, de mon logiciel. Mais je t'en informe à toi. Il faut pas que tu ailles révéler cette information-là à mes concurrents. Et si l'information est fuite auprès de mes concurrents, j'en ai parlé qu'avec toi, je sais que ça viendra de toi, et tu pourras être sanctionné pour ça. Rupture contractuelle. Ouais. Ok, d'accord. Ouais, c'est ça. Et donc voilà. Et quand je dis les confidentialités dans on retrouve dans les contrats, on va retrouver. Mais là, je parle vraiment de l'avant-vente où on est en train de vraiment d'échanger. On n'a pas signé de contrat. On est en train d'échanger. Il y a bien des échanges avant qu'on se dise on va signer un contrat. Donc je t'envoie mon accord de conf. Ok, et là on finit un premier contrat où c'est l'accord de confidentialité. Et même avec des futurs associés alors. Oui, c'est ça. C'est vrai que je parle vraiment de ce cadre-là. Parce que là on échange, on échange sur beaucoup de sujets. On échange sur beaucoup d'infos confidentielles sur tes futurs projets. Mais après, on va pas signer un accord de conf. Oui. On va pas. Mais je dis, mais tu vois beaucoup d'associés, etc., enfin, des futurs associés. Là, l'idéal, ce serait de faire ça. D'accord. Et comme j'ai pu le préciser, ce qu'on dit en droit, c'est les idées sont de libre parcours. C'est pas parce que j'ai une idée qu'une autre personne ne peut pas faire d'idée. Ne peut pas avoir la même idée. Parce qu'on est 7 milliards d'êtres humains. Imagine 7 milliards d'idées. Et nous, on se connaît, on réfléchit tous les jours. On se donne tout le temps des idées. Donc il y a des milliards d'idées. C'est pas parce que j'ai une idée, l'autre, tu peux pas avoir la même idée. Il peut pas avoir la même idée. Donc on peut avoir la même idée. Mais ce qui va nous protéger, mais ça, je pense en parler dans un autre podcast, c'est vraiment la mise en forme de l'idée. Voilà. Et après, on rentrerait pas dans les détails. En tout cas, ce que tu es en train de dire, c'est que on peut pas te reprocher d'avoir piqué simplement l'idée d'une personne. En revanche, on peut te reprocher d'avoir piqué la formalisation de l'idée, c'est-à-dire vraiment l'idée répliquée à l'identique et de manière concrète, quoi. Parce que quand tu vas faire une conf, tu vas dire voilà, je partage tel sujet. Il y aura bien des idées. Tu vas cadrer les idées. En gros, c'est comme ça que tu vas le protéger l'idée par la confidentialité. Mais tu vas pas la protéger l'idée par un droit de propriété intellectuelle. En gros, moi j'ai la propriété, je suis propriétaire de cette idée-là. C'est ce que je veux dire. C'est qu'on échange. Comme les idées sont de libre parcours, tout le monde peut avoir la même idée. Mais moi je cadre, je dis ok, un accord de conf. Cette idée que je t'ai donnée pendant les échanges, t'as pas le droit de la divulguer. Voilà. T'as pas le droit de divulguer l'idée telle qu'elle a été matérialisée. Voilà. Ou des fois, on échange, après on rentre dans les détails. Dans un accord de conf, tu peux dire, cette idée, tout ce qu'on échange, on le matérialise par écrit. De des contrats, on dit, le fait même qu'on échange, qu'on se rencontre, tout ce qu'on se dit, c'est confidentiel. D'accord. Mais ça, des fois, c'est très compliqué parce que il y a pas comment prouver qu'on s'est dit ces choses-là. Exactement, c'est ça. Donc j'ai vu des contrats où il dit, ok, on s'est dit ça.
À la fin des réunions, on fait un compte rendu. De tout ce qui a été dit. Voilà, les points importants. Et là, en gros, ça, on consigne, voilà, c'est ça, tu vois. D'accord. Mais après, on partirait loin, c'est pour ça que... Ouais, tu veux pas aller trop dans trop dans les détails. Oui. Mais toi, tu conseillerais quand même à tout le monde de faire signer des clauses de confidentialité lorsqu'ils sont en négociation pré-contractuelle, avant le contrat. Enfin, un accord de compte, c'est un contrat. Avant le contrat l'objet précisément de la négociation, de l'objet commercial, quoi. Voilà. Parce que, imaginons que je viens t'acheter un logiciel, le contrat principal, on va dire, le contrat principal, c'est la vente, ou la prestation. Voilà. Maintenant, avant ce contrat principal, il y a des pré-contrats. Et le pré-contrat, ça va être la négociation, la clause de confidentialité. Voilà, si on peut appeler ça pré-contrat, voilà, c'est ça. Oui, parce qu'il faut être précis, parce que je sais que les juristes, ils vont m'écouter, je fais attention à ce que je dis. Donc, c'est les échanges, tous les échanges qui auront, si je reprends des termes, avant le contrat principal. Ok. Après, s'il y a pas de confidentialité, ça va de signer un accord de confidentialité. Mais si vous pensez qu'il y a un accord il y a un risque, en tout cas, des informations sensibles. Voilà, un accord de confidentialité. Ok. Donc, confidentialité, on a vu. Responsabilité, on a vu. Clause d'exclusivité. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette clause? Clause d'exclusivité, en gros, si je donne un exemple, c'est client-fournisseur. Je suis un client. Imaginons, je suis Coca-Cola, j'ai besoin de nouveaux bouchons. Ok. Fournisseur, t'es une petite boîte, tu fabriques des bouchons, je sais pas. Les plus beaux bouchons. Voilà, les nouveaux bouchons de cristalline. Voilà. Tu directement. Tu clips et tout ça, là. Donc, voilà. Et moi, client, je viens de voir toi, fournisseur. Je peux dire un contrat d'exclusivité, pardon. Donc, tu seras le seul à me fournir, tu me fourniras exclusivement avec ces bouchons-là. Ouais. Tu pourras pas fournir d'autres clients. Et je peux dire, c'est pendant 3 ans. Ça, comme j'ai pu te dire en off, ça, c'est vraiment au cas par cas. Je peux pas dire que c'est bien ou c'est pas bien, c'est au cas par cas. T'es une petite entreprise. Il y a Coca-Cola qui vient te voir. Exclusivité, tu sais que tu vas vendre des millions de bouchons. Ouais. Tu dis oui. Ouais. Et ça te fait rentrer déjà, enfin, t'es déjà peut-être dans le marché, mais peut-être ça va t'ouvrir d'autres marchés. D'autres volumes. Voilà, exploser les volumes. Tu vas rentrer sur d'autres marchés à l'international, etc. Après, c'est pour ça que je dis ça dépend. Là, dans ce cas-là, c'est bien. Mais si t'es déjà, si t'es déjà en position de force sur un certain marché, ça n'a peut-être aucun intérêt. Ouais. Parce que peut-être toi, tu vas vendre tes bouchons à Coca. Tu vas vendre, je sais pas quelle autre compagnie qui vend des bouchons. Je sais pas si compagnie s'appelle Cristalline, tu vas de Cristalline. Tu vas de toutes les autres boîtes. Donc t'as aucun intérêt. Donc c'est vraiment au cas par cas, faire attention. Parce que l'exclusivité, tu restes bloqué. Toute l'exclusivité, tu vends uniquement à ce fournisseur-là. Et du coup, si le fournisseur il tombe, toi ton marché il tombe avec. Quoi. Voilà, exactement. Mais, parce que moi, dans un contrat récemment, j'ai eu une clause d'exclusivité. Effectivement, c'est sur un marché où nous, en tant qu'organisation, on est bien positionné. Tu vois, il n'y a pas beaucoup de gens qui font ce qu'on fait, et on travaille déjà avec une autre société qui fait la même chose que celui. Et je dis mais pourquoi il y a cette clause, quoi, tu vois? Et quel est l'intérêt pour moi de signer cette clause? Il faut bien lire. Parce que moi, c'est déjà arrivé, ils vont te mettre la clause d'exclusivité. Si tu lis mal le contrat, après tu t'engages, tu dis, mais j'ai dit un contrat avec un autre. Exactement. Moi, c'est déjà arrivé, on renégocie un contrat, je vois une clause d'exclusivité, mais en pratique, on contacte d'autres personnes. Ouais. Après, lors du renouvellement du contrat, je dis, non, on supprime la clause. Et le client, le fournisseur, il a dit, oui, c'est vrai, vous travaillez, on travaille avec beaucoup d'autres personnes. Ça n'a pas de sens. Voilà. En fait, c'est des contrats standards, et toi, du coup, ça montre qu'il faut toujours prendre un temps et regarder les contrats et travailler avec un avocat ou avec quelqu'un qui puisse bien étudier les clauses, quoi. Parce que tu vois, les contrats, ce qu'on avait dit, on en avait parlé aussi, les CGV qu'on appelle conditions générales de vente. C'est le dernier point qu'on voulait aborder. Ouais. Donc le vendeur, lui, ce qu'il aurait, on appelle CGV, l'acronyme conditions générales de vente. Okay. Il met toutes ses conditions, responsabilité, sa clause, vous acceptez le produit en l'état, voilà, il va limiter sa responsabilité, etc. Ok. Toi, l'acheteur, tu vas mettre en face les conditions générales d'achat, les CGA. Ok. En fait, qui va s'appliquer? Quel document contractuel va s'appliquer? En fait, c'est les CGV. Oui, parce qu'il est possible que toi, tes CGA d'acheteur soient différentes des CGV du vendeur. C'est sûr que ça sera différent. Ouais, forcément. C'est pas sur les mêmes secteurs. Pas les mêmes préoccupations, donc les mêmes intérêts, donc une grosse majorité, ça sera différent, c'est sûr. Ok. Et en fait, c'est les CGV qui vont s'appliquer. Ok, toujours. Si vous avez un litige, le juge, il va pas regarder les CGA, il va vérifier juste que vous avez respecté les CGV, les conditions générales de vente. Voilà, c'est les CGV. Il se peut, j'avais fait un peu de recherche dessus, il se peut que le vendeur n'ait pas de CGV. Toi, tu mets tes CGV en face.
les CGV vont s'appliquer parce Ok. qu'il n'y a pas de CGV. D'accord. Mais normalement, c'est les CGV qui s'appliquent. Hein. Ok. Ouais, déjà, faut D'accord. faire attention. Et après, si on peut négocier, on négocie, mais sinon, c'est possible. Hein. Faut pas avoir peur de demander. Hein. Mhm. Faut Donc, négocier. ça veut dire que toi, quand tu es un acheteur, il faut que tu sois très attentif au CGV de ton vendeur et que tu te contentes pas de dire c'est bon, j'ai mes CGV qui me protègent, quoi. Voilà. Regarde. Si je demande une seule licence pour un produit, une seule licence, Ok. tu sais pertinemment que je vais pas négocier CGV, ils vont refuser. Ouais, Je bien suis sûr. pas en position de force. Mhm. Le vendeur, je dirais, pour une licence, je vais me payer 50 € par mois. Je gagne quoi J'ai ça aucun intérêt, J'ai aucun intérêt à négocier. modifier mon contrat pour toi. Voilà. Mais si j'ai du poids, j'ai 1000 licences, je sais pas, 50 €, je sais pas, je ramène peut-être un chiffre d'affaires de 1 million annuel, exemple. Là, enfin, j'ai dit, voilà, en tant qu'acheteur, je vous ramène 1 million de chiffre d'affaires, on négocie les CGV. Ouais. Et soit j'ai vu des contrats, on rajoute une clause, ou c'est un tout nouveau contrat, on négocie tout, on part sur un nouveau contrat. Ok. Mais est-ce que ça montre bien, là, si on prend de la hauteur par rapport à notre discussion, c'est que les contrats, c'est vraiment une relation de force. Ouais, c'est un rapport de force, Ouais. vraiment, entre l'un et l'autre. Ouais, ouais. Et, Ouais, c'est sûr. et toi, il faut toujours que tu puisses, pour savoir finalement ce que tu peux négocier, il faut toujours que tu soupèses la force de chacun. Quelle est moi, ma part par rapport au chiffre d'affaires de celui qui est en face, quelle est sa part aussi par rapport au mien, dans quelle mesure je suis en situation de dépendance par rapport à lui, Ouais. et tout ça, vous, c'est ce que vous évaluez toujours. Plein de périmètres. Parce qu'en gros, moi, quand je vais faire, comme j'ai dit, je vais faire de la négociation commerciale. Et j'ai dit arrivé, j'ai une licence. Je ne vais pas m'épuiser à négocier. Ok, tu sais que tu n'auras pas Je vais pas négocier. En fait, moi, ce que je vais regarder les CGV. Comme je suis juriste de formation, je vais les lire. Je sais quelle clause on va revoir responsabilité. Je vais dire au chef de projet, voilà, telle clause, fais attention à telle clause. Voilà, ça on l'a pas dit. La clause sur le droit applicable. Ouais. Si c'est une boîte américaine, ils vont me dire c'est le droit Californie là-bas. Tu vois, souvent on retrouve ce genre de clauses. Et voilà, c'est la Californie. En gros, je veux dire, si t'as un litige, Bien sûr. voilà, c'est ça, c'est pas en France, c'est en Californie. Mais après, on dit, bon, c'est une licence, bon. Ouais, ça, c'est un truc Tu que les vois gens savent pas. Quand tu fais un contrat, bien souvent, dans les dernières clauses, il y a, si demain on a un litige dans le cadre de ce contrat, le droit qui va être applicable et le juge compétent, ça va être le juge de tel. Si t'es à Paris, tu vas mettre le juge de Paris, et si c'est en Californie, c'est le Californie. Et donc, il y a tout un enjeu pour toi, co-contractant, à vérifier cette clause pour déterminer précisément où est-ce que tu veux être jugé. Parce que tu sais très bien que le juge américain, il va peut-être être défavorable, ou le juge parisien peut être favorable. Donc, faut faire attention à ça. Exactement. D'accord. Très bien. Tout ça, regardez. Après, je rentre pas dans les détails parce que j'ai tellement vu de contrats, je pourrais donner plein d'exemples. Hein. Donc tout ça. Donc moi, comme j'ai cette formation juridique, donc tout ça, je pourrais regarder. Après, le côté commercial et après, comme j'ai dit au début, la communication, le côté relationnel aussi. Ce que je dis, j'insiste beaucoup, le contrat manager, c'est vraiment le côté relationnel, la relation client-fournisseur. Ok. Tout le suivi du contrat. On peut mettre en place, souvent on voit dans les contrats de prestations informatiques, des plans assurance qualité, des PAQ. Ok. En gros, assurance qualité. Voilà, tu mets les grandes lignes sur quoi où tu voudrais la qualité de. Qu'est-ce que tu attends en termes de qualité de ton contractant? J'attends que si je demande, je demande un chiffrage, j'envoie une offre, je demande un chiffrage, il me répond sous 2 semaines, il m'envoie un devis dans 2 semaines, tout ça. Il y a plein de trucs, hein. Ça, c'est bien ça. On retrouve souvent même dans les contrats ou sur des PAQ, toute la relation, la qualité, parce que quand on fait des contrats, c'est des contrats de 3 ans. Ouais. En fait, ça que vous dire, c'est pas que j'ai signé un contrat, après on s'oublie. Oui. C'est une relation. Exactement. C'est 3 ans. Et là, on se voit de temps en temps, au comité stratégique tous les 6 mois, et on met tous les grands principes. Et aussi, on retrouve aussi ce qu'on appelle, souvent, j'insiste, contrat informatique, ce qu'on appelle les conventions de service, ou en anglais les SLA. Service Level Agreement. En gros, c'est le niveau de service que tu attends de ton contractant. Et c'est pour ça qu'il y a certaines boîtes qui contractent pas avec les tout petits prestataires, les fournisseurs, parce qu'ils savent que le niveau de qualité pourra jamais être assuré. Voilà. Et ils veulent absolument des boîtes qui soient référencées, quoi. Bah oui. C'est comme quand t'as des j'étais chez Renault. Niveau de qualité, quand ils travaillent avec fournisseurs, c'est l'exigence parce que c'est une voiture. Hein. Une voiture à 130 km/h, on veut pas un boulon qui se dévisse. Hein. Bien sûr. Donc voilà. Donc toutes ces exigences-là, et dans les contrats informatiques, il y a les niveaux de service qu'on retrouve, et on met des indicateurs, on dit, gros, tu respectes tant, voilà, imaginons,
une entreprise que j'ai un logiciel, je dis à cette entreprise, voilà, elle m'a dit que j'ai un problème, le support, je vous appelle, la maintenance, voilà, vous montez une version, etc. Moi, je vous appelle, vous me répondez dans tel délai. Ok. Tu vois, ou vous me réparez, même fond de plein, au-delà de l'informatique, j'ai un ordinateur, t'as ta grosse boîte, ce que je te souhaite de 1000 personnes, des ordinateurs, ben, niveau de service, ben, tu dis, celui qui te répare, tu dis, ben, moi, faut que vous soyez là, au bout de 4 heures, dès que je vous appelle, vous êtes sur place, vous n'avez pas l'ordinateur. Vous engagez à me réparer sur 8 heures. Tout ça, là. Et ça, c'est important dans nos contrats à nous aussi. Ça, quoi. Je pense pas que, avec les échanges qu'on a eu, quand on échange, c'est pas des choses qu'on pense souvent. Moi, c'est à force maintenant d'aller voir les contrats là, maintenant je sais, mais on pense pas à ça. Et on a droit d'attendre ça d'un fournisseur, qui répond, qui répond. Un service client, quoi. Voilà, un service client qui soit au-delà de juste faire la prestation, quoi. Voilà. Parce que quand tu as ton contrat d'abonnement téléphonique, il y a le service client, mais il s'engage à rien, sauf à la notoriété du service client, parce qu'après, on est noté, ils vont dire, bon, si à un mauvais service client, tu changes de fournisseur. C'est ça, voilà. Mais quand tu as une boîte, une relation, vous êtes 3 ans, tu as payé 1 million, 3 ans, il faut plus le strict minimum. Et il en faut beaucoup plus. Donc tout ça, faut pas hésiter à négocier. Et pourquoi en tant que contract manager? Ben moi je vais suivre ça. En tant qu'animal, il peut avoir suivre, ce que ça reste respecté. Il y a des contrats d'autres le font, d'autres le font pas. Ou il y a des pénalités. Suivre les pénalités et appliquer ces pénalités. Je dis en gros, si tu devais t'engager sur telle action, tu l'as pas fait, la pénalité c'est 10%. Je devais te payer, c'est ça, tu mets peut-être 10%. Je devais te payer, 1000 euros le mois. J'ai une pénalité de 10%. Et je te paye 900 euros. Voilà, je déduis les 1000 euros. Ok. Tu fais ça. C'est hyper intéressant ça. Voilà. C'est hyper intéressant. Et du coup, alors, si tu voulais que les gens ne retiennent qu'une seule information, en tout cas quelle est l'information que tu veux absolument que les gens gardent de la négociation contractuelle? Quand je dis, c'est la communication, ce que j'ai appris. Ah oui, il faut pas hésiter à parler. Faut pas hésiter à échanger. Faut pas hésiter, le téléphone, je prends le téléphone, j'appelle le fournisseur, voilà, on échange et crée cette relation. Mais vraiment important. Ou c'est un point où les fournisseurs, après on devient même des bonnes connaissances, on va manger ensemble, voilà, sans parler de boulot, on mange ensemble. Et ça, quand tu as cette relation-là, ça veut dire, il y a des personnes où j'ai un petit problème, je prends le téléphone, j'appelle, le fournisseur en question n'est pas payé sur ce que je lui demande. Il va dire non, fais ci, fais ça, il donne des, tu vois. Oui, je vois très bien. Tout ça. C'est le réseau. Ça. Voilà, le réseau, le relationnel, la communication pour moi. Du coup, est-ce que tu as un exemple d'une situation où tu as pu avoir une aide ou en tout cas une prestation que tu n'aurais pas eu si tu n'avais pas eu au préalable cette relation-là avec ton fournisseur? Après, je vais pas le dire. C'est pour ça que j'ai dit dans les grandes lignes. J'en ai parlé, je vais pas le grand ligne, mais d'accord. Je connais quelqu'un, peut-être, je vais se reconnaître que j'aime beaucoup. Je l'appelle, aucun problème, on s'appelle, on prend des nouvelles, et dès que je demande quelque chose, des conseils sur, quelle piste que tu proposes. Tu vois, parce que, ce qu'on appelle le mode le licensing, en gros, il y a des règles de licence quand tu achètes des logiciels. Il y a des règles. Je vais pas entrer dans les détails parce que c'est compliqué. Parce que nous, on a notre CD, on met ça dans l'ordinateur. Mais en fait, quand tu as des gros serveurs, il y a des règles pour telle puissance de ton serveur. Mais tu vas acheter tant de logiciels. Tu vois, c'est des règles. C'est tellement technique, j'ai appelé quelqu'un, un ami, voilà. Après, il me donne des conseils. Non, c'est ça, c'est telle règle, il me sort d'accord. Voilà, c'est ça. Et ça sert. Et ça, c'est valable aussi avec ton fournisseur. Voilà. La relation, faut pas hésiter. Et après, il y a des fournisseurs, ce sera pas comme ça, où faut être assez dur, faut leur mettre la pression. C'est la vérité. Il y en a, faut leur mettre la pression, ils ont besoin le bâton, ça arrive. Mais d'autres, la relation, où tu te demandes, ça permet de débloquer les situations. Ouais, pareil, un petit coup de fil. S'il y a pas de relation, quand faut débloquer, c'est tendu. S'il y a un retard de facture, comme vous êtes tendu, il n'y a pas de relation. C'est un peu la relation avec le propriétaire. Moi, je dis c'est la même chose. Si ça se passe bien avec le proprio, si à un moment il y a un loyer de retard, il peut attendre et tu payes dans 2 mois. Et si tu es toujours en retard et tu justifies, toujours c'est non justifié, et le premier jour de retard, il va sonner à la porte avec son chien. Menacer. Je comprends très bien. Tu vois? C'est la même chose. C'est hyper intéressant. C'est la même chose. Merci en tout cas pour ces échanges. J'espère que ça vous aura été tous très utile et puis à bientôt pour un nouvel épisode. À bientôt. Ciao.